Bonjour, bienvenue dans cette grande matinale Silver Echo. C'est le troisième numéro. Dans ce numéro, nous sommes avec Brice Alzon, qui est le président de la FESP, la Fédération des entreprises de services à la personne. Bonjour Brice. Bonjour à tous, bonjour Frédéric. Brice, peut-être représenter la FESP. Oui, bien sûr, avec plaisir. La FESP est la Fédération des entreprises de services à la personne. Donc, nous sommes là pour le monde entrepreneurial au sens large du terme, dans nos métiers aussi bien de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées, et pour les services de la vie quotidienne. Et nous sommes représentatifs aussi bien sur le mode mandataire, la mise à disposition ou le mode prestataire. Et nous sommes représentatifs sur notre secteur et donc affiliés au MEDEF pour porter la voix des entrepreneurs, de nos conventions collectives, du paritarisme sur nos métiers. Voilà, voilà. La partie service à domicile, enfin le secteur service à domicile représente, c'est une question que j'avais posée, représente une part importante des activités de la FESP. Le maintien à domicile a la même représentativité à la FESP que celle qu'elle a en national. C'est un peu moins de 50% aujourd'hui. On est à 45%, qui correspond au chiffre de la part du maintien à domicile par rapport aux autres métiers. Donc, c'est effectivement extrêmement important, avec la particularité d'avoir des gros réseaux mandataires au sein de la FESP. Je pense par exemple à Petit-Fils, qui est aujourd'hui, je pense, le plus gros réseau en France de maintien à domicile, et qui posait des questions intéressantes. En plus, c'est des questions classiques que l'on avait historiquement à la FESP, où on traitait principalement, mais les sujets liés aux prestataires, donc les sujets liés à l'APA, les sujets liés aux autorisations, enfin, qui avant, à une ancienne époque, étaient donc l'agrément et qualité. Et donc là, maintenant, il y a aussi donc des questions liées au taux minimal, par exemple, par rapport à l'APA mandataire, qui sont des questions importantes dans l'objectif de pouvoir vivre, de pouvoir laisser aux personnes le choix de vivre comme ils le souhaitent eux, chez eux, avec l'organisation qu'ils souhaitent, que ce soit associatif, entrepreneurial, mandataire ou prestataire. Et donc, d'avoir mais le libre choix et de vivre de la même manière que l'on soit en Bretagne, euh, en Alsace, en Picardie ou dans les Bouches-du-Rhône. Et donc, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, on a remarqué auprès, qui sont remontés par nos adhérents, une certaine inéquité territoriale. Et c'est ce qu'on cherche à gommer avec nos adhérents mandataires et prestataires à la FES. Une autre question qui me vient, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs dans les services à domicile. Et si j'ai bien compris, il y a une sorte de volonté des pouvoirs publics de les réduire. Est-ce que tu as aussi cette vision? Et est-ce que si c'est vrai, est-ce que cette direction, en fait, est une direction intéressante? Alors, c'est vrai qu'il y a un double vase non communicant, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une certaine volonté peut-être des pouvoirs publics de rationaliser le nombre de prestataires. Et de l'autre côté, dans toutes nos entreprises et les agences au quotidien sur tous les territoires, que ce soit urbains, ruraux, ultramarins, parce qu'il y a aussi un gros travail à faire et un gros travail qui a été fait par la FESP chez les ultramarins, effectivement, des pouvoirs publics de rationaliser et d'avoir le moins d'interlocuteurs possible. Donc, ça passe par des conventionnements, ça passe par des CEPOM. Et de l'autre côté, on sait très bien qu'avec l'arrivée en 2028 jusqu'en 2040 de l'explosion et de la demande, on a, ou au contraire, il faudrait augmenter le nombre d'entreprises, de prestataires et d'associations. Il faudrait augmenter pour former de plus en plus d'intervenantes, pour avoir de plus en plus de proximité. Euh, et vraiment, on est sur une logique inverse assez incompréhensible. Et
il y a des réponses des pouvoirs publics et du gouvernement qui nous interrogent. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, peut-être l'avenir nous dira. C'est que nous, on pense que on est sur des métiers, sur vraiment le maintien à domicile, euh, où il faut professionnaliser, il faut avoir mais des intervenantes et de qualité, et c'est en les professionnalisant que l'on rendra notre secteur rassurant et qu'on rendra notre secteur de plus en plus attractif. En professionnalisant, on pourra évidemment faire comprendre aux gens, les pouvoirs publics et les particuliers, qu'il faut payer mieux, donc payer plus, parce que ça rentre dans le cadre de la professionnalisation. Et en payant mieux et plus, évidemment, on sera moins considéré comme des petits boulots. On sera considéré, voilà, par Aujourd'hui, on s'en rend bien compte, là, donc Parcoursup, vous avez vu, c'était la semaine dernière. Et c'était intéressant. Et nous, on avait beaucoup travaillé en amont pour expliquer aux jeunes, dans Parcoursup, dans leur parcours de vie, de s'intéresser au service à la personne et de s'intéresser au domicile. Et ça doit être absolument de la part des départements, de la part des régions, de la part mais des pouvoirs publics, de la part du ministère de l'Éducation nationale et de la part du gouvernement jusqu'au plus haut sommet de l'État, une priorité absolue pour être prêt en 2028. Donc, enfin, et voilà, on en est un peu pour répondre à ta question. Mais au niveau de la professionnalisation, numérisation et autres, la question que je me pose souvent, c'est est-ce que les petits acteurs auront les moyens de suivre? Est-ce qu'il n'y a pas une taille minimale? Un petit acteur qui a trois quatre salariés, est-ce qu'il va arriver à passer toutes les étapes de la numérisation, professionnalisation, formation, etc. Alors, mais il y a plein de réponses. Je pense que et les petits acteurs, moi, je vois en pratique, et d'ailleurs, la première réponse, sans faire de la pub pour la FESP, la première réponse reste aussi les fédérations professionnelles. C'est-à-dire que moi, je vois, nous avons énormément de petits acteurs locaux qui se réunissent entre eux via des animations sur le territoire. Là, je me suis déplacé ces dernières semaines à Lyon, à Nice, à Bordeaux. Là, j'ai des déplacements de prévus à Lille. Et justement, on se rend compte que tous ces petits acteurs échangent entre eux. Ils ont même des associations entrepreneuriales en local où ils échangent leurs bonnes pratiques, où ils se dépannent les uns les autres, parce que l'objectif final, c'est de trouver une solution pour les bénéficiaires. Donc, au contraire, les petits acteurs ont vraiment une intelligence de savoir travailler en réseau, et je pense que c'est ce qui fait leur force, hein. Ouais. Euh, Actuellement, sur quel sujet la FESP travaille dans le secteur des domiciles? Quelles En sont ce moment, là, oui, en ce moment, quelle est l'actualité? ah, bah, l'actualité aujourd'hui, bah, du jour, entre guillemets, nous, on en a deux. Il y a premièrement la loi de programmation sur le grand âge. Donc là, c'était vraiment donc il y a quelques jours, on a vu que la ministre Catherine Vautrin a reconnu que le gouvernement n'avait pas forcément tenu ses engagements en ne saisissant pas le Conseil d'État. Et, donc voilà, pour le secteur, c'est encore un nouveau coup dur. Euh, nous, on Tu se peux rend compte. expliquer le Conseil d'État, pourquoi il faut il soit... Ah bah en fait, lorsqu'il y a une loi de programmation, il faut qu'il y ait donc une validation. Il y a tout un processus de validation de loi entre et les parlements et et la validation de l'écriture par le Conseil d'État sur une loi de programmation. Et donc ça n'a pas été fait. Et donc voilà, c'est vrai qu'on Frédéric, on ne sait pas si on devrait finalement s'y habituer, Hmm. se dire ah quelle surprise. Mais c'est vrai que c'est une loi c'est une loi qu'on demande depuis des années euh, parce qu'on voit bien que quand on parlait mais des petits acteurs ils s'organisent entre eux mais tout ne peut pas s'organiser
naturellement en laissant faire les choses, en laissant faire les départements, ceux qui seraient plus généreux, d'autres qui seraient moins généreux, d'autres qui seraient plus structurés, même et malgré eux, c'est-à-dire qu'il y a donc des départements qui n'ont pas les compétences suffisantes en interne pour pouvoir traiter le suivi correctement dans une démographie donc, et de seniors qui augmente auprès avec les assistantes sociales, tout l'écosystème des TCS associatifs et entrepreneurial. Donc, donc voilà, nous, on voulait vraiment il y ait des choses qui soient remises à place sur le financement avec la CNSA, avec la sécurité sociale. Ce sont des choses qui auraient dû être faites depuis longtemps. Et donc, nous, on avait, la FESP, mis en place de façon récurrente, régulière, donc des propositions auprès de ces acteurs. Et donc voilà, c'est vrai que c'est encore une situation qui m'interroge, qui nous plonge pour nos acteurs dans une véritable inquiétude. Et c'est vrai que les personnes âgées elles sont nombreuses et sont condamnées à vieillir seul. On est parfois, souvent, trop régulièrement le seul point de contact. Les seules personnes avec qui elles parlent dans leur journée peuvent être, et donc nos intervenantes, les familles sont trop lointaines et elles n'ont pas forcément accès aux voisins. Donc c'est vrai que ces personnes-là retardent absolument, et c'est leur droit, c'est leur choix d'aller en EHPAD le plus tard possible. Et donc voilà, c'est un choix de société, c'est un choix pour les Français, c'est un choix que le gouvernement doit assumer. C'est un choix donc politique et la volonté donc politique aujourd'hui, nous à la FESP, moi président de la FESP, je ne la vois pas quoi. Donc on va continuer à la FESP, tous les acteurs à tendre la main au gouvernement, car nous on le doit aux familles et on se doit de les accompagner. Le deuxième sujet d'actualité, tu parlais de deux sujets. Oui. La semaine prochaine, nous avons comme chaque année, on organise dans notre fédération nos assises, où comme tous les ans, justement, on donne le micro et on échange lors de tables rondes avec les pouvoirs publics. Et là, on a décidé avec notre directrice générale et les équipes de la FESP, avec donc Catherine Lopez, d'inverser. Et le 12 et 13 juin, on sera tous à Marseille et on sera sur un format de convention citoyenne. C'est-à-dire qu'on va ouvrir les sujets de la dépendance et on va donner la parole, le micro, entre guillemets, donc au collectif. Donc les stars, ce ne seront pas tel ou tel ministre. Nous n'avons pas invité, même si elle est donc la bienvenue, si elle souhaite participer à la Convention citoyenne, mais en tant que simple actrice, mais nous n'avons pas invité Catherine Vautrin, nous n'avons pas invité Fadela Katabi, nous n'avons pas invité Gabriel Attal, ni Emmanuel Macron, et nous nous laisserons parler les responsables du secteur, nous laisserons parler, mais les intervenants, nous laisserons parler les particuliers, tous les gens qui veulent venir et s'exprimer sur ce qu'ils veulent de cette société, sur ce qu'ils veulent de leur futur, sur ce qu'ils veulent de leur métier, c'est ce qu'ils veulent de la considération qui portent à leur métier. Et ce message-là, ensuite, ce collectif, on portera ce message auprès des pouvoirs publics avec la force de ce que peut apporter la voix du collectif. Super, merci. Un point que tu voulais rajouter ou une conclusion? C'est bon? Benoît, une question? Monsieur Benoît Gobelot, il y a toujours des questions. Oui, bonjour. Mais moi, justement, je voulais rebondir sur l'annonce par Madame Vautrin que bah, les choses n'avançaient pas. Mais moi, je suis toujours assez stupéfait. Est-ce que au sein de la FESP, vous vous mobilisez en vous disant il faut un peu se passer des pouvoirs publics, être un peu comme vous allez le faire à la prochaine, au prochain congrès ou convention? Est-ce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on a à attendre des pouvoirs publics aujourd'hui, dont on sait que les finances sont exsangues, que globalement, ils ont des priorités un peu partout et que finalement, les seniors, la seule chose dont ils attendent, c'est de voter pour eux. Et puis, je dirais que ça se limite à ça.
la... Moi, je suis un profond démocrate, je suis un profond... j'aime le dialogue et j'ai une certaine équité qui me pousse, voilà, et je crois que tous et collectivement, on a voté pour des personnes qui sont là pour servir nos citoyens et pour protéger les personnes en situation de vulnérabilité et de handicap. Donc ça me porte et en tant que président de la fédération, j'ose croire qu'on peut laisser demain une France aussi bien, voire meilleure que celle que l'on a eue hier ou aujourd'hui, du fait des progrès médicaux, du fait des progrès où tout va plus vite, mais dans le bon sens du terme aussi. Par exemple, même si c'est un sujet qui pourrait maintenant être limite tarte à la crème en parlant de l'IA, mais je pense qu'on pourrait intégrer de l'intelligence et de la compréhension artificielle un peu partout pour mieux identifier énormément des pathologies, énormément de choses encore mieux, encore plus vite, pour faire et donc des dossiers peut-être encore plus automatisés pour mieux comprendre les personnes. Et ça, il faut que ça passe par les pouvoirs publics. Vous avez vu, et Benoît, il y a eu quand même le Ségur avec un budget extrêmement important en dizaines de millions d'euros qui avait justement pour objectif de pouvoir aider nos entreprises et associations à aller vers le domicile de demain. Et donc, je pense qu'il faut surtout pas donc, couper le dialogue avec les pouvoirs publics, mais les pouvoirs publics au sens large du terme, ça va aussi bien à la tête et de l'État et jusqu'au département. En ce moment, avec un autre président de tes fédérations, on fait un tour et des popotes ensemble et des départements. Et donc, on va voir les responsables et les départements. Et c'est extrêmement intéressant d'échanger avec eux là, sur notre plan de route que l'on s'est fait, de comprendre leurs contraintes qui sont très opérationnelles. Donc, non, non, moi, je pense qu'il faut donc garder Après, oui, on dit que la France n'a plus de sous et qu'il faut faire des économies. Euh, Moi, je pense qu'on est dans un modèle, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Benoît, mais dans un modèle très particulier en France par rapport à d'autres pays où on accepte de payer beaucoup d'impôts, on accepte de payer beaucoup et en échange, on veut avoir comment dire, un service public et donc optimum. Donc une prise en charge pour nos seniors, une prise en charge pour le handicap, une prise en charge pour l'assurance maladie, une prise en charge pour l'assurance chômage. Et on est un pays unique dans ce sens-là. Et je pense que sur ce modèle qui est très fragile, euh, où ça se veut volontairement égalitaire, bah, effectivement, on découvre, mais depuis longtemps, hein, qu'il y a des ajustements qui pourraient être inéquitables et pour nos seniors. Mais non, non, je pense qu'il faut, et très sincèrement, Benoît, enfin après j'arrête, mais toutes les personnes à qui on parle, Madame Katabi, Madame Vautrin, avant Aurore Berger, avant Jean-Christophe Combe, etc., que ce soit à l'Élysée ou à Matignon, tous ont bien compris de nos enjeux, parce que tous ont dans leurs proches, de la famille, des oncles, des tantes et des parents, que cela touche personnellement. Donc tous en ont conscience, mais je sais pas, il y a un truc après où il y a un moment, il faut appuyer sur le bouton et je pense qu'il y a une dimension politique avec des échéances électorales qui nous dépassent un peu. Alors, juste Vas-y, pour, vas-y, ouais. en complément par rapport à ce que tu as dit, il faut jamais oublier qu'en France, les transferts sociaux sont largement favorisés en faveur des retraités au sens large. Donc aujourd'hui, dans l'enveloppe, moi je trouve que le système, c'est pas du tout une critique, hein. Comme toi, je trouve que on a un système qui fonctionne, voilà, qui convient aux Français, donc je ne remets pas en cause du tout. Mais aujourd'hui, la part des transferts sociaux destinés aux retraités est supérieure à ce qu'elle, en proportion,
à ce qu'elle est sur d'autres générations. Et moi, je pense qu'en termes d'équité, ou d'égalité, donc comme tu as dit, euh, ils ont un souci et que, par exemple, les jeunes, sur lesquels ils ont tant à faire, ne serait-ce que sur l'éducation, euh, voilà, je ne suis pas gouvernant, hein, mais je dis, est-ce que c'est pas davantage leur priorité parce que c'est ce qui construit l'avenir de notre pays? Voilà, moi, tout ce que je constate, ça fait tout de même 25 ans que je suis dans le métier. Des lois grand âge, j'en ai entendu parler de pas mal, des projets pharaoniques. Je me souviens tout de même la cinquième branche de la sécurité sociale avec Monsieur Sarkozy, où on devait mettre 50 milliards et où on a eu 50 millions. Voilà, c'est juste cette réalité. Moi, c'est pas du tout une critique. Donc, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il n'est pas préférable? Tout à l'heure, tu as parlé de l'IA, par exemple. Moi, je pense que l'IA est un, un booster phénoménal. Bien entendu que le gouvernement a annoncé, ce que j'ai entendu, qu'ils allaient débloquer des fonds pour pousser, mais à nouveau, c'est pas l'IA, de toute façon, c'est pas le gouvernement qui va faire l'IA, ce sont les entreprises, ce sont les acteurs qui vont le faire, comme dans les services à la personne. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Est-ce qu'on n'attend pas un peu trop de nos pouvoirs publics parfois? Une courte réponse, et après on va. Ouais, Euh, alors, à noter qu'en fait, moi, à mon le niveau, parti pris la dernière fois de Benoît Gobelot qui est sur l'IA et la silver economy. Ça va, si vous le regardez, vous serez un petit peu surpris également. non, mais moi, à mon niveau, donc Benoît, c'est normal que j'en attende beaucoup. Je suis là pour ça. Et moi, je dois être l'interlocuteur clé, et je suis cet interlocuteur clé de ces interlocuteurs. Il faut bien que le responsable des affaires sociales à l'Élysée ou Matignon ait un point de contact avec qui il puisse échanger. Maintenant, lorsqu'on va voir nos responsables d'agence à Clermont-Ferrand, à Mulhouse ou à c'est rien, ou à Jarny, je pense qu'ils attendent moins donc, des pouvoirs publics que moi. Et c'est une bonne chose, ils trouvaient des solutions locales.